messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans ce nouveau mag de sport à la une. Ce soir au menu, la Fédération sénégalaise de football renoue avec Puma pour une durée de 5 ans. Russie 2018. Quelle autre retombée en termes économiques, marketing pour le Sénégal? Nous posons le débat ce soir. Remaniement à la tête de nos sélections. Le nouvel attelage proposé par le directeur national validé. Il voit l'entrée de Youssouf Dabo et la sortie de Moustapha Seck. Éviction de Diapo Essa à la tête du football professionnel de Guédiawaye. Djamil Faye conteste sa mise à l'écart et attend la décision de la commission des litiges de la Fédération sénégalaise de football. Sur le terrain, le club de Guédiawaye, New Look, tarde à trouver ses marques. 3 défaites déjà en 4 matchs. Pour commenter cette actualité football, nos 2 invités du soir, Djamil Faye, justement, président de Diapo Essa, et Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Nous parlerons basket avec une carrière jusqu'ici menée de main de maître, nommé récemment sélectionneur adjoint de l'équipe nationale masculine de basket. Momodou Gueye, dit Pabi, se raconte ce soir dans SAU. Les rendez-vous habituels vu lundi, Momodou Ndiaye dans les buzz du web et évidemment Madio Père dans sa chronique hippisme. Merci de votre fidélité. Malal Julien, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou, bonsoir à nos invités, bonsoir à tout le monde. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Mam, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Djamil Faye. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Un grand plaisir de vous retrouver absolument Fatou. Tout le plaisir est pour nous. Bonsoir Pape Diouf. Bonsoir Fatou. Voilà, merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau avec nous. On va démarrer avec l'actualité, cher Tidiane, de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, ce remaniement à la tête des sélections nationales. On va plutôt parler du contrat Puma. Ah, c'est clair. Ça fait Malal Junior. On va parler argent avec Puma qui retrouve donc la sélection de l'équipe nationale du Sénégal à la fédération. Près de 750 000 € qui seront versés par an et pour une durée de 5 ans. Avec d'autres acquis, Puma qui avait quitté le Sénégal en 2014 va donc convoler avec l'équipe nationale du Sénégal pour ces 5 prochaines années. Khadija Bijou nous en dit un peu plus. Retour dans la tanière. Le comité exécutif a décidé d'autoriser donc le président de la fédération à poursuivre les discussions avec donc Puma. L'équipe nationale du Sénégal, qualifiée à la prochaine Coupe du Monde en Russie et première équipe africaine selon le dernier classement FIFA, était courtisée par plusieurs équipementiers. Et finalement, le comité exécutif de la fédération a choisi de collaborer avec la firme allemande pour une durée de 5 ans. Les gains attendus, 2,4 milliards de francs CFA. Ce contrat donne les garanties qu'il nous faut pour pouvoir vraiment pérenniser un peu les dotations de nos différentes équipes nationales, mais aussi en termes financiers, en termes d'avantages comparatifs. Puma est au-dessus de toutes les autres, toutes les autres offres que nous avons reçues, puisque sur une durée de 5 ans, ce contrat-là nous permettra quand même d'engranger des montants en termes de subventions annuelles fixes assez conséquents, donc qui nous permettront donc vraiment de pouvoir développer une politique sur la durée. Ce contrat est d'ailleurs 2 fois plus lucratif que celui signé en 2004, 327 millions par an sur 4 ans et renouvelé plusieurs fois en 2014. Quand on terminait notre contrat en 2014, la valeur annuelle tournait autour de 500 000 €. Là, on va passer à 750 000 €. Je pense que c'est important donc, à ce niveau-là. Et il y a d'autres avantages en termes de reversement de royalties. Donc il y a un pourcentage sur les ventes des maillots qui va nous être reversé. Dans la perspective de la Coupe du Monde, je pense que ce sera une rubrique qui va être très profitable à la fédération. Après la Suisse et l'Uruguay, le Sénégal sera le 3e pays habillé en Puma à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018.
Voilà un nouveau mariage entre la Fédération sénégalaise de football et Puma. Alors la première question à Djamil, a-t-on eu raison justement de renouer avec Puma, même si il y a quelques années on s'était quitté fâché entre guillemets, on va dire? Bon, c'est difficile pour moi de dire qu'on a raison ou qu'on a tort, mais je suppose que si les membres du comité exécutif se sont réunis pour évaluer et dire que la meilleure offre c'est celle de Puma, on peut que les croire. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que le Sénégal et Puma n'ont pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, Puma est dans une guerre mondiale avec des marques comme Adidas et Nike sur un marché de plus de 9 millions d'euros annuels. Donc je pense que chacun doit pouvoir se positionner. Quand j'entends 750 000 euros par an, sur 5 ans, moi ma question d'abord c'est de dire quelle est la part de cash qu'on va toucher, de numéraire, et quelle est la part en dotation qu'on va toucher. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on clarifie pour savoir... Mais 450 000 euros, je pense que c'est la part numéraire. Après, il y a les dotations en équipement qui arrivent. Voilà, mais je pense qu'il faut que ce soit clarifié. Et il faut qu'on sache aussi que c'est quelque chose, en tout cas, de relativement faible. Parce que si vous regardez aujourd'hui sur le contrat des joueurs, un joueur comme Ronaldo aujourd'hui est presque à 10 millions d'euros. Bon, c'est pas la même chose. Donc on est au fait sur la valeur d'un joueur comme Ribéry qui est autour de, sur son contrat annuel, autour de 500 000 euros. Donc c'est relatif, encore une fois, mais pour un pays qui est qualifié en Coupe du Monde, on aurait peut-être pu négocier mieux. Je ne sais pas, moi je ne suis pas impliqué dans ces négociations-là, je pose juste le débat. Et... On peut se satisfaire, Pape, d'avoir re-signé quand même avec une marque d'une certaine crédibilité par rapport à la maison aventure connue avec Romaï. Vous savez, quand le président de la fédération parle de meilleure offre, une meilleure offre ne veut pas forcément dire une bonne offre. D'abord, il faut quand même poser le problème de cette manière-là. Et un peu à la suite de Djamil, je dirais effectivement qu'aujourd'hui, au vu de la guerre que se font des marques d'envergure comme Adidas ou comme Nike, c'est vrai que Puma n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de rechercher en Afrique, notamment, des partenaires, je dirais, qui pourraient peut-être faire valoir sa marque. Et c'est vrai que le Sénégal reste dans l'esprit des équipementiers un peu le Sénégal de 2002, c'est-à-dire cette équipe qui avait malgré tout étonné le monde et qui pourrait peut-être recommencer. Maintenant, cette somme, évidemment, cela peut paraître assez importante, assez substantielle, mais il y a des éléments que je ne connais pas. Je ne sais pas sur quels éléments se sont adossés précisément les responsables de la fédération pour accepter cette somme-là, mais il ne faut pas croire non plus que c'est Crésus qui est tombé, quoi. C'est sûr, quand même, on sait que Puma n'était pas bien représenté à cette Coupe du Monde. On voit que pratiquement tous les pays africains qui avaient Puma ne se sont pas qualifiés. Est-ce que le Sénégal ne pouvait pas surfer sur cela pour mieux augmenter les enchères, parce que Puma aussi, quelque part... Vous savez, le propre d'une négociation, c'est toujours d'en faire une meilleure que celle qu'on a faite. Hein? Ça, il faut le savoir. En l'occurrence, si le président de la fédération, lui, en tout cas, se montre très satisfait, lui, en tout cas, et son comité exécutif, bon, on ne peut, nous, qui sommes assez loin, qui ne savons pas sur quel élément ils se sont adossés pour accepter ça, nous ne pouvons, je dirais, que nous incliner. Mais moi, j'ai appris, en tout cas, dans le parcours qui a été le mien, qu'une négociation, ce n'est pas parce qu'elle est déclarée comme bonne ou comme meilleure qu'elle est forcément, je dirais, la bonne négociation. Donc, en l'occurrence, on peut penser que pour le Sénégal, de telles sommes citées, cela peut effectivement paraître importante, mais tout à l'heure, Djamil a cité, je dirais, certains contrats tout à fait individuels qui sont largement au-dessus, je dirais, de ça. Alors, quelques éléments quand même qui vont nous montrer aussi qu'il faut aussi relativiser par rapport notamment à ce que peut apporter une équipe africaine à une grande marque comme Puma. Nous avons découvert quelques images, quelques infos donc sur Puma pour justement informer encore mieux le public. Donc c'est une marque allemande, ça on le sait, créée en 1924 par Rudolf Dassler. Alors Rudolf Dassler, c'est le frère de Adolf Dassler qui lui est à l'origine de la marque Adidas. Donc ça c'est par rapport à l'origine de la marque Puma. Également, notez que Puma, c'est actuellement la 3e marque de sport européenne. Donc attention, en 1993, Puma a failli déposer le bilan du fait d'une concurrence très rude des autres marques. Donc, mais depuis 2011, Puma connaît un chiffre d'affaires en constante progression. Donc les grands succès de Puma
On se souvient de l'équipe nationale du Cameroun, vainqueur de la CAN 2002, c'était au Mali. L'équipe de football d'Italie, évidemment, là, c'était le Graal avec cette Coupe du Monde 2006 remportée en Allemagne. Et bien sûr, ce sponsoring, ce partenariat très judicieux avec le Jamaïcain Usain Bolt, sextuple champion olympique, évidemment, qui vient d'arrêter sa carrière très récemment. On peut également noter que Puma essaie toujours d'être dans l'innovation pour marquer. Souvent, on se souvient de ces maillots sans manches portés par les Camerounais en 2002 et c'était plutôt de bonne augure, ça leur a porté chance. Les cœurs de cible de Puma, c'est les 11-14 ans, les 15-17 ans. Ça veut dire ceux qui sont très au fait de la mode. Par contre, l'information qui peut nous intéresser, nous, c'est en termes de rentabilité, l'Afrique ne représente que 2% du chiffre d'affaires de Puma. Donc, quand vous regardez, c'est 67% en Europe, 20% en Amérique, 11% en Asie, 2% pour le reste du monde, dont le continent africain. Quelque part, donc, on saura également que lors de la prochaine Coupe du Monde, Puma donc, va habiller l'Uruguay, la Suisse, le Sénégal. Donc, quand on regarde ça par rapport aux chiffres de rentabilité, aux chiffres d'affaires, est-ce que ce n'est pas une juste proportion que Puma investisse 450 000 € sur l'équipe du Sénégal sur 5 ans? Oui, c'est pour ça que j'ai dit Puma et le Sénégal n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Aujourd'hui, Puma a essayé, souvenons-nous qu'il y a quelques années, ils ont essayé un peu d'investir sur le continent africain. Et eux-mêmes, ils avaient décidé de repartir du continent africain parce qu'ils n'ont pas trouvé le niveau de business qu'ils attendaient. Je pense que vous n'avez pas vu de boutiques Puma ouvertes sur le continent. Ils étaient en moyenne, si je ne me trompe pas, sur des contrats qui étaient autour de 200 000 €. Bon, le Sénégal était un peu plus élevé, mais c'était en moyenne autour de ces chiffres-là. Et on se rend compte aujourd'hui que sur la vente des maillots, on annonce dans certains pays 300 000 maillots vendus. Hein. Je pense que c'est le cas de la France, si je ne me trompe pas, sur des campagnes comme celle-là. Et Puma ne fait pas de vente de maillots en Afrique. Mais c'est la faute à qui? Est-ce que c'est pas parce que c'est nos fédérations qui ne font pas le boulot sur le plan marketing, ou bien c'est le pouvoir d'achat de l'Africain qui est très faible? C'est un ensemble. C'est un ensemble. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat dans nos pays est très bas. L'autre problème, c'est que nos fédérations ne protègent pas aussi, je ne parle pas du Sénégal, je dis nos fédérations ne protègent pas, et leur État aussi ne protège pas ces gens qui viennent investir dans les pays, parce que vous savez très bien que dès que le design il sort, le lendemain le marché est envahi. Donc pourquoi on ne met pas des garde-fous aujourd'hui au niveau de la douane pour s'assurer qu'il n'y a pas en tout cas un arrivage de maillots sur le marché qui font qu'il y a une perte pour ces gens-là? Ces maillots, Puma va se faire de l'argent en France sur les autres territoires où il y a des Sénégalais, où les maillots sont vendus à 70 ou 80 €, mais sur le plan africain, en tant que tel, il n'y a pas ce retour sur investissement. Mais vous avez dit que c'est un contrat qui aurait pu être revu à la hausse. Quel est un peu, sur quelle manette les fédéraux auraient pu jouer pour obtenir cela? Sur le cahier des charges, je pense que Pape Diouf disait tout à l'heure qu'en matière de négociation, ce que vous dites gagner à la fin n'est pas forcément ce que vous aurez pu gagner si vous avez bien négocié. Mais il faut commencer déjà par un cahier des charges. Aujourd'hui, je pense que les fédéraux auraient dû commencer par mettre en place un véritable cahier des charges avec des gens qui s'y connaissent, qui sont rompus à ces genres de négociations et qui permettent aujourd'hui de fixer une barre. Pour vous envoyez à la fédération des gens rompus à la tâche? Non, si, pardon. Est-ce qu'à la fédération, vous envoyez des gens qui s'y connaissent et qui sont rompus à la tâche? Non, je ne peux pas juger, je ne les connais pas. Moi, je dis qu'on devrait avoir... Ça peut être des gens qui ne sont pas forcément à la fédération, d'ailleurs. Dans l'urgence de très rapidement évacuer ce genre de questions, parce qu'on a dit très rapidement, il faut qu'on trouve un équilibre. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Régler la question des prix. On est qualifié en Coupe du Monde. On fait partie des 32 pays qualifiés en Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, je pense que forcément, il y a eu un rush pour venir. J'ai entendu quelqu'un dire, par exemple, 361 qui était sur la liste. J'ai entendu des gens dire, mais c'est une marque inconnue. Mais 361 n'est pas une marque inconnue. Mais bon, on a eu le traumatisme Romaille. Mais ça n'a rien à voir avec Romaille. Moi, je les connais. C'est des gens qui m'ont habillé quand je travaillais pour les JO ou pour les Jeux asiatiques. C'est des gens qui font de la très bonne qualité. Et c'est des gens qui ont l'enveloppe aussi lourde. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si on associe des gens
qui connaissent ce genre de choses, qui connaissent ce genre de négociations. Je pense que Pape Diouf a été président de l'OM. Adidas a été quand même la marque attitrée de l'OM pendant quelques années. Ça suppose des négociations. Il y a plein d'autres Sénégalais aujourd'hui, ou même des Africains, qui auraient pu aider à mettre en place un cahier des charges, à filtrer avant que ça arrive au comité exécutif. Après, on ne dit pas que c'est... En 2002, on avait une structure chargée du marketing, Pamodi Sport, qui se chargeait de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, ce genre de structure ne manque pas au sein de cette fédération? Une structure où la fédération, pour moi, n'est pas obligée d'avoir une structure interne pour gérer ce genre de choses. Effectivement, elle peut travailler avec un spécialiste ou des spécialistes qui leur font ce travail de mettre en place un cahier des charges. Et si vous avez ça, ben forcément, vous avez des fédéraux qui feront que valider. Mais les fédéraux ne peuvent pas se substituer à ce genre de choses. Oui, je pense qu'il serait important pour la fédération de réfléchir à mettre en place un écran pour pas qu'eux, ils se retrouvent directement en face de ces gens-là, parce que ce sont des gens qui sont rompus, qui négocient des contrats qui sont des milliards. Aujourd'hui, Nike, si je ne me trompe pas, je pense que sa première équipe nationale aujourd'hui, c'est la France, à plus de 40 millions d'euros. Adidas, oui, je pense que sa première fédération, c'est l'Allemagne, 50 millions d'euros. Donc, vous savez, ces gens-là, 700 000 euros par an, mais c'est payé, je ne sais pas, des Coca-Cola. C'est pas cher payé. C'est pas le même palmarès. C'est pas le même palmarès, c'est relatif. Ce qu'il faut d'abord dire et reconnaître, en dépit, je dirais, de ce qui a pu être dit, c'est que les grands équipementiers n'ont pas la considération requise pour les pays africains. Cela, il faut le savoir. Si le Cameroun a su bénéficier ou a pu bénéficier, je dirais, des prébendes de Puma en 2002, c'est parce que le Cameroun, aux yeux, je dirais, des décideurs Puma, était sans doute l'équipe africaine qui était susceptible de gagner des trophées et donc de faire valoir, je dirais, leur couleur. Alors, il ne faut quand même pas non plus se leurrer. Malheureusement, l'Afrique est ce qu'elle est. Nous le savons, nous sommes un peu à la traîne sur le plan économique et sur le plan mondial. Au jour d'aujourd'hui, les grands équipementiers ne se bousculent absolument pas. Ils spéculent. Quand le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde, on ne va pas sur une équipe qui est déjà qualifiée à la Coupe du Monde et qui peut prétendre. C'est une forme de spéculation que Puma fait sur le Sénégal. Ça, il faut le savoir aussi. Aujourd'hui, avoir des joueurs de renommée mondiale, comme par exemple Sadio Mané, Kalidou Koulibaly dans une équipe nationale, mais quand même, ça peut aider à attirer. Ouais, ce qui peut attirer les équipementiers dans cette hypothèse-là, c'est davantage, je dirais, les joueurs eux-mêmes sur le plan individuel. Sadio Mané peut être très attirant pour les équipementiers, Koulibaly peut l'être, mais l'équipe nationale du Sénégal reste, ne l'oublions quand même pas, dans la hiérarchie mondiale aujourd'hui, une équipe, je dirais, qui est un peu à la traîne par rapport aux grands, je dirais, d'Europe et d'Amérique du Sud. Alors, à quoi peut-on s'attendre aussi en termes de design? Parce que souvent, à ce niveau-là, on est aussi laissé pour compte par rapport à la texture des maillots, par rapport à la beauté des maillots. Je pense que c'est quand même attractif d'avoir un beau maillot sur soi. Oui, moi j'aimerais juste revenir sur ce que Pape Diouf disait tout à l'heure, sur les joueurs de haut niveau qu'on a. Aujourd'hui, ce qui va intéresser Puma ou Nike ou Adidas, il y aura une autre bagarre que Adidas va mener maintenant pour cette équipe du Sénégal, pour les chaussures. Je pense qu'il y a une anecdote, je pense que c'est sur le net, vous le trouver, c'est l'équipe de France quand Nike arrive et que les joueurs qui sont dans le même club veulent se mettre ensemble sur la photo, on leur dit non, parce que c'est des joueurs Adidas, on les met derrière, les chaussures ne sont pas visibles. Donc c'est sur ça que les gens vont travailler. Aujourd'hui, quand on parlait de design, le problème qu'on a, moi qu'est-ce qui m'a poussé à créer une marque de sport aujourd'hui? Parce que j'avais vu dans les villages olympiques des Africains, on leur donnait les fonds de tiroir. Voilà, et on leur donnait ce qui restait. Les Suisses, les Français, les Américains, on leur faisait un design sur mesure. Et aujourd'hui, ce que disait Pape, on n'a pas de considération pour nous. Et ce qui fait que, je suis désolé, hein, aujourd'hui j'ai réussi à battre Nike, Adidas et autres sur les Jeux Olympiques 2 fois de suite, à être premier sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on leur offrait un produit qui correspondait à ce qu'ils voulaient, on leur faisait un design qui correspondait à leur culture. Vous n'avez pas voulu être l'équipe de l'équipe du Sénégal? Non, parce que je ne peux pas payer 750 000 euros par an. C'est des dotations en équipement. Et puis on ne m'a même pas donné la possibilité. Donc, si, je pense que les offres étaient ouvertes. Non, les offres sont ouvertes. Il fallait les déposer où? Vous saviez quelle était la date limite? Non. Elles étaient fermées, les offres. Je crois que ce qu'il faut quand même dire au niveau du design
théoriquement, c'est le commanditaire qui doit les décider. Moi, les maillots de l'Olympique de Marseille, j'ai toujours été le dernier décideur. C'est moi qui choisissais et les couleurs et je dirais les formes. Maintenant, il est vrai que, comme par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, sur les équipes africaines, il y a des chances parfois qu'on nous donne un peu ce qu'eux-mêmes ont décidé. Il faut que sur ce plan-là, nous ayons effectivement la décision et que nous la revendiquons. Par exemple, le Ghana, lors de la dernière Coupe du Monde, quand on voyait le maillot avec les vax, je ne sais pas, tout ça, quand même, c'est une équipe qui a commandé. Donc le Sénégal a son mot à dire pour le dire. Devrait l'avoir. Oui, mais attention, parce que j'ai un ami burkinabé qui est artiste, qui a fait partie des artistes qui ont été sélectionnés par Puma pour faire le design de maillots de certaines sélections africaines. Et ce que disait Pape Diouf, quelque part c'est très bien pour cet artiste-là, mais ça ne se passe pas comme ça. Ou alors on devrait proposer une gamme à ces pays-là, ils disent celui-là me va ou l'autre, mais quelque part on nous impose des gammes. On n'a pas ce pouvoir au fait de négocier ce qu'on veut. Encore une fois, on revient à cette faculté de négociation. Très bien. En tout cas, merci au passage à Moustapha Diop, manager en sport, qui nous a mis à disposition ces informations sur la marque Puma qu'on voulait donc partager avec vous. Alors, une autre question également qui est un peu subsidiaire à celle qu'on vient de poser, les retombées économiques et marketing de cette Coupe du Monde, jusqu'où on peut aller, jusqu'où la fédération peut aller justement pour amasser un maximum de rentrées au-delà justement de ces partenariats avec les équipementiers. Jamil. Bon, jusqu'où on peut aller, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore une fois sur une vitrine mondiale. D'une Coupe du Monde avec, je ne sais pas, plus d'1 milliard de téléspectateurs. C'est à nous, en fait, aujourd'hui, de fédérer autour de ce produit qui est l'équipe nationale. Je pense que là, on revient encore sur les individualités qu'on a, au-delà du nom Sénégal, qui n'est pas quand même un nom de pays habitué sur le listing des Coupes du Monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un fonds de commerce qui sont les joueurs, qui sont un pays aussi. Je pense qu'au-delà du football, on doit pouvoir vendre la destination Sénégal, on doit pouvoir se mettre sur la carte du monde comme un pays touristique, un pays de football, un pays voilà, où il fait bon vivre. Je pense que ça, un travail qui concerne seulement la fédération. Non, c'est un travail aussi de l'État. C'est un travail de l'État. C'est pour ça que pendant certaines Coupes du Monde, certains pays ou certains Jeux Olympiques, certains pays ont des endroits, des plateformes pour pouvoir mettre en valeur le pays, pour pouvoir en tout cas donner plus confiance aux investisseurs. Jusqu'où on peut aller, par exemple, protéger ce maillot, est-ce que c'est pas la première étape? Parce que la contrebande quand même nous fait perdre énormément d'argent ici au Sénégal. Si on construisait au moins une boutique, cette fédération, une boutique, normalement, ça pourrait générer beaucoup d'argent pour cette équipe. Ce n'est pas la panacée parce que il est un fait qu'au-delà du football, il y a en Afrique, je dirais, la contrefaçon qui est quasiment une seconde nature. On a beau faire, on a beau pratiquer tout ce qu'on veut, toute forme de défense et d'autodéfense, il n'en restera pas moins qu'il y a des gens, des artisans qui sont, je dirais, dans un milieu qui ne dit pas son nom et qui vont, de toute façon, des gens qui vont produire, je dirais, les maillots de l'équipe du Sénégal. Et on ne peut pas, dans un même mouvement, appeler à une forme de solidarité, appeler, je dirais, à supporter l'équipe nationale massivement, sans donner à ceux qui n'ont pas les moyens la possibilité, je dirais, de s'armer en équipement, d'avoir des drapeaux, d'avoir des maillots. Ceux-là n'ont pas forcément les moyens d'aller acheter les maillots dans les magasins. Alors, croyez-moi que c'est la quadrature du cercle. Alors, on va justement, mais quand même vous reposer plus ou moins la même question qu'à Diamy, c'est-à-dire investir. Le Sénégal aujourd'hui a un potentiel, c'est-à-dire c'est cette équipe qui se qualifie en Coupe du Monde. Jusqu'où on peut aller justement? Vous savez, en général, je suis souvent d'accord avec Jamil, sauf sur ce point précis où effectivement il fait appel à l'État. Je suis de ceux qui pensent que nos pays ont des priorités, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la culture, pour ne pas pouvoir investir aussi massivement et aussi totalement sur une seule discipline, fût-ce le football. On a beau dire que le football c'est l'opium du peuple et tout. Moi je suis de ceux qui pensent que le football,
Quand il est professionnel, c'est d'abord l'affaire des gens privés. Ce n'est pas à l'État de financer une démarche privée, une démarche commerciale privée. Et deuxièmement, on a beau être qualifié à la Coupe du Monde, je dirais, ce n'est quand même pas à l'État du Sénégal qui a d'autres priorités de se mobiliser de manière à ce que cette compétition-là se déroule bien. S'il y a des fédéraux, s'il y a des gens qui ont été nommés à des postes importants pour précisément conduire ce football-là, c'est à eux d'être imaginatifs, c'est à eux de trouver les solutions. Même si le rapport s'est toujours construit sur cette base entre l'État et la fédération. Oui, c'est vrai. On n'est pas non plus la France, oui, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais sans dire ça, mais attendez, alors, considérons que le football, c'est la seule activité qui est importante au Sénégal. Moi, je pense qu'il y a d'autres activités qui sont importantes. Mais aller en Coupe du Monde, c'est important. Il y a la santé, c'est important. Mais soigner les gens, c'est important aussi. Soigner les gens, c'est très important aussi. Donner une forme d'éducation à la jeunesse, c'est important aussi. Donc pas tout pour le foot, en gros. On ne peut pas tout donner pour le football. Il faut aussi que ceux qui sont chargés de conduire le football trouvent eux-mêmes des solutions, qu'ils soient imaginatifs et qu'ils, je dirais, qu'ils fassent de notre pays une sorte de vitrine, mais pas l'État. Quelle devrait être la démarche de cette fédération sénégalaise qui a une équipe qualifiée en Coupe du Monde pour vendre justement son équipe et écoutez, très franchement, je crois que la question elle est absolue. Je ne peux pas d'un trait comme ça, d'une traite répondre. Je ne suis pas aux affaires, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation pour pouvoir répondre très justement à cette question-là. Ce qui est vrai, c'est que ceux qui sont aujourd'hui à la tête du football sénégalais, je pense, en tout cas c'est ce que je pense, qu'ils ont suffisamment d'éléments pour aller de l'avant. Cette qualification-là est en soi déjà une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut être sur place. On ne peut pas, je dirais, prendre déjà bien gérer cette manne financière oui, évidemment, qui va venir gérer ça. Pas. La chance quand même que nous avons, ne l'oublions pas, l'équipe du Sénégal est quasiment à l'extérieur du pays. Ce qui veut dire que ce sont des joueurs, généralement des joueurs professionnels, donc qui ont, de ce point de vue-là, un certain confort matériel, qui ont une certaine formation aussi psychologique et même, je dirais, professionnelle, et qu'aujourd'hui, le rôle essentiel des dirigeants du football sénégalais, c'est d'accompagner précisément cette communauté, je dirais, de joueurs. Ce n'est pas de créer ou d'inventer ce qui n'existe pas. Alors, si je peux juste, parce qu'on est toujours d'accord, sur l'État, je suis tout à fait non. Là où moi je parlais du fait que l'État devrait prendre le wagon pour faire la promotion du pays. Sénégal. Mais je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, l'État ne doit pas substituer à ce football-là pour faire des dépenses inutiles dont on a besoin sur l'éducation, sur la santé, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, ça doit être une vitrine pour nous, pour que les gens sachent que ce pays-là, le Sénégal, au-delà du football, il y a aussi d'autres choses à faire. C'est une sorte de promotion. Voilà, une sorte de promotion. On doit surfer aussi sur... On est encore d'accord. Sur la vague. Alors, on va parler là, cette fois-ci, des aspects techniques, puisque au-delà de l'annonce de l'équipementier, il y a également un remaniement à la tête des sélections nationales, cher Tidiane. Cette fois-ci, c'est le bon remaniement à la tête des sélections nationales. Le comité exécutif de la FSF a entériné les choix du directeur technique national, Exit Moustapha Seck, qui n'est plus à la tête de l'équipe locale. Il est remplacé par Serigne Saliou Dia qui cède sa place à la tête des Olympiques à Joseph Koto. Ce dernier voit Youssou Dabo, actuel entraîneur du Stade de Mbour, lui succéder à la tête de l'équipe nationale U20. On notera aussi la mise en place d'une cellule de détection pour les U15 désormais dirigée par Alimal. Le point avec Cheikh Sadibou Diarra. Des changements, il y en a dans les encadrements techniques des sélections nationales. Serigne Saliou Dia, Joseph Koto et Cheikh Sidat Sarr connaissent des promotions. Ancien formateur à l'Académie Aspire, Serigne Saliou Dia quitte la sélection des espoirs pour prendre les rênes de l'équipe nationale locale en remplacement de Moustapha Seck. Joseph Koto a lui fait sien l'adage reculer pour mieux sauter. Ancien sélectionneur national, il avait accepté de conduire les destinées des U17 puis des U20. Avec d'assez bons résultats à la tête de ces sélections, Koto est promu chez les Olympiques pour assurer une certaine continuité. Le nouveau venu est l'actuel entraîneur du Stade de Mbour, Youssou Dabo. Juste après 3 saisons au Sénégal, dont une au Guédiawaye FC, Dabo, venu de la France, est nommé à la tête de la sélection des juniors, les U20. Chez les cadets, c'est Malik Daf qui s'installe. L'actuel coach du Djaraf monte ainsi en grade après avoir longtemps bourlingué dans les staffs techniques des sélections de petites catégories. Même cas de figure pour Cheikh Sidat Sarr, le préparateur des gardiens des Lions sous le magistère de Giresse prend du galon. Il est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale féminine, alors qu'au beach soccer, Ngala Sylla est reconduit au poste de sélectionneur. Son expérience et le titre remporté lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique de beach soccer a pesé sur la balance.
Le titre continental, sans doute le plus grand objectif de tous ces sélectionneurs. Voilà, merci cher Sadibou Diarra et Alassane Ba. Alors on va parler évidemment d'une sélection qui nous intéresse, celle du Sénégal, mais cette fois-ci l'équipe A et discuter quand même football. Pape Diouf, vous avez quand même étonné, vous en avez étonné plus d'un en disant qu'aucune équipe africaine ne serait en demi-finale d'une Coupe du Monde. Vous le pensez toujours? Si vous voulez, je vous le répète. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait ce que j'avais dit. J'avais dit que pour ne pas avoir toute la poisse sur nous, pensons qu'il n'y aura pas d'équipe africaine qualifiée en demi-finale. Mais cela dit, pour être beaucoup plus cohérent, au jour d'aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est en 1990 en Italie que l'Afrique a commencé à placer ses représentants en quart de finale, après le premier tour. Jusqu'ici, la tâche était extrêmement difficile. Dans les années 70, en dépit d'une formidable équipe du Maroc, qui quand même était éliminé dès le premier tour. L'Afrique n'était jamais, on se souvient aussi du Zaïre en 1974, battu 9-0 par l'ancienne Yougoslavie. Donc il faut quand même garder les pieds sur terre et se dire qu'aujourd'hui, avec les représentants que nous avons, il y a effectivement, parce que le football n'a pas de vérité définitive ou de vérité catégorique, une possibilité de voir effectivement une équipe africaine, je dirais, participer peut-être à la lutte finale. Donc oui, se qualifier pour les demi-finales. Mais si on s'en tient à la logique nationale et internationale, aujourd'hui, il est très compliqué de désigner une sélection africaine comme étant celle qui va mécaniquement se qualifier en demi-finale. Ça pourrait être le Sénégal? Ça pourrait être le Sénégal, comme le Sénégal peut être aussi éliminé dès le premier tour. Vous savez, en 2002, le Sénégal avait très bien joué. En 2002, nous avons battu la France. Mais moi, je suis de ceux qui... Bon, je vais sans doute me faire des ennemis. Mais ce France du Sénégal de 2002, vous le rejouerez 10 fois, peut-être que la France gagnerait 9 fois. Il ne faut quand même pas oublier ça. Et aujourd'hui, penser que le Sénégal en Russie va refaire aussi bien qu'il avait fait en 2002 en Asie, mais c'est à mon sens un leurre. J'ai lu dans la presse de ce matin un joueur, pour ne pas le citer, Ghana, dire « nous pouvons faire mieux qu'en 2002 ». C'est quand même assez présomptueux de ma part de penser comme ça. Pour le moment, nous sommes... l'ambition. Attendez, ne confondons pas présomption et ambition. L'ambition, effectivement, est plutôt noble, c'est une vertu noble. Mais la présomption, je dirais, c'est un peu débordé, je dirais, d'une certaine réalité. Il ne faut quand même pas confondre non plus, hein, serviette et torchon. Ce que je veux simplement dire, c'est que oui, l'équipe du Sénégal devra tout donner dans ce tournoi-là, mais il ne faut pas croire du tout, hein, pas du tout même, que l'équipe est qualifiée d'office quasiment. Vous la voyez sortir de sa poule? Comme avec je la Pologne, vois, la Colombie et comme elle peut être éliminée aussi. Elle peut être éliminée aussi. Ben, il y a une possibilité. Oui, il y a une possibilité. Ce ne sont pas là les cadors, je dirais, du football international que le Sénégal va rencontrer. Ben, n'oublions pas que le Sénégal n'est pas non plus un cador sur le plan international. Alors, Djamil, quand même, vous aimez le foot? Oui, bon. En dehors des polémiques et conflits. Non, il n'y a pas de polémique. Je pense que tout Sénégalais rêverait d'avoir le meilleur résultat possible en Coupe du Monde. Mais il y a eu quand même des chapeaux. On n'était pas dans le chapeau numéro 1, ni dans le chapeau numéro 2. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache raison garder et qu'on travaille pour créer la surprise. Et créer la surprise dans ce groupe, c'est déjà se qualifier au deuxième tour. Parce que on est dans un groupe avec 4 footballs différents, hein, c'est 4 styles différents. Alors qui va imposer sa loi aux autres, on ne sait pas. C'est pas la Colombie, c'est pas des manchots. Hein. La Hongrie, c'est la Pologne, pardon. C'est l'un des premiers qualifiés quand même. C'est une très bonne équipe. Nous, aujourd'hui, on est en train de bâtir une très bonne équipe. On a le droit d'espérer, mais on a surtout le droit de respecter nos adversaires et de jouer les matchs à fond pour se qualifier. Ben, pour vous faire plaisir, je dirais que le pronostic du cœur annonce le Sénégal, mais la raison pose des objections. Très bien. Mais est-ce aussi une façon pour vous de motiver le sélectionneur à l'utiliser, dont vous avez été quand même... Voilà. Non, c'est pas du tout ça, c'est simplement la connaissance, je pense, pas peut-être plus que ceux qui sont autour de ce plateau, mais c'est la connaissance du football international. Et c'est le réalisme, je dirais, de l'observation qui m'amène à penser simplement que
entre le pronostic du cœur, qui est tous le nôtre, c'est-à-dire de voir l'équipe du Sénégal sortir de son groupe et peut-être même aller en demi-finale et pourquoi pas même gagner la Coupe du Monde. Ce pronostic-là se heurte quand même à la réalité des choses. Et la réalité veut aujourd'hui qu'il y ait au monde, je dirais, des formations qui arrivent nettement en avance sur le Sénégal. On peut, et d'ailleurs, Djamil a raison quand il dit que si on sort du groupe, c'est un exploit qu'on va créer. C'est ce que je pense. Ah, donc vous pensez que cette équipe du Sénégal quand même a beaucoup de limites, parce que quand vous parlez de raison, ça veut dire que quelque part, cette équipe ne donne pas des gages. Non, ce n'est pas des limites. Le Sénégal joue à son maximum aujourd'hui. Mais on peut donner son maximum sans présenter des limites forcément. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que le Sénégal a des limites. Je dis simplement que le Sénégal, comparativement aux autres nations, aujourd'hui n'est pas encore à ce niveau-là. C'est tout ce que je dis. Mais Djamil a raison de le dire, je le répète. Le Sénégal peut créer la surprise. Alors Aliou Cissé, comme je le disais, vous en avez été l'un des plus ardents défenseurs. Aujourd'hui, les résultats vous donnent raison. Qu'en est-il quand même du contenu du jeu, puisque c'est un débat que nous adorons ici au Sénégal? Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Le football a ceci de particulier qu'il suscite toujours un débat. Parfois des faux débats. J'ai dit dernièrement qu'en 1960, on a eu notre indépendance. Aliou Cissé n'était pas encore né. Et le Sénégal n'a jamais rien gagné, ni en sélection, ni en club. Et pourtant, on a voulu en faire quasiment le baudet de service et lui faire porter sur le dos tous les maux dont souffre le football sénégalais. Aliou Cissé a le sens du métier. Aliou Cissé connaît bien le métier. Aliou Cissé a été le capitaine de l'équipe nationale. Aliou Cissé a, et je pense dans l'histoire, peut-être que je me trompe, vous me corrigerez, le seul entraîneur que nous avons eu qui a gagné tous ces matchs officiels. Évidemment, après on va me parler maintenant du jeu. Est-ce que le jeu il est beau? Est-ce qu'il n'est pas beau? Vous savez ce que ça me rappelle? J'ai fait une chronique dernièrement où je disais ça. C'est quand une équipe gagne 5-0 et que l'entraîneur, au lieu de parler des 5 buts qu'il a marqués, va parler des buts qu'il n'a pas marqués, qu'il n'a pas pris. C'est ça le football d'aujourd'hui. Le football d'aujourd'hui, on raisonne à l'envers. Quand on gagne 2-0, l'entraîneur, au lieu de dire je suis content d'avoir marqué 2 buts, il dira je suis content de n'avoir pas pris de but. Alors il ne faut quand même pas se tromper. Je pense que nous tous nous signerions aujourd'hui si avec Aliou Cissé et dans le jeu actuel de l'équipe nationale, on pouvait gagner la Coupe du Monde. Mais c'est le même débat dans la presse française avec Didier Deschamps. C'est une équipe qui gagne. Mais les observateurs ne sont pas convaincus. Qui n'enchantent pas. Mais vous savez, Deschamps, je le connais très bien. Permettez-moi de rappeler simplement que c'est moi qui l'ai ressorti un peu de là où il était et je l'ai ramené à l'Olympique de Marseille. Donc je le connais très bien. C'est un entraîneur qui ne pense qu'à une chose, qu'à la victoire. Vous savez, c'est comme Elenio Herrera. Je l'ai rappelé aussi, qui disait pour gagner, il faut prendre un but de moins que l'adversaire. Contrairement à Gustave Sebes, le Hongrois, qui disait lui, pour gagner, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. On est d'accord? Bon. Dans cette affaire, aujourd'hui, Didier Deschamps a atteint les objectifs qui sont les siens. De la même manière que Aliou Cissé aussi. Et n'oublions pas qu'un sélectionneur n'est pas, je dirais, celui qui travaille au quotidien pendant toute l'année avec ses joueurs et son équipe. Donc, ce qu'on demande d'abord et prioritairement aux sélectionneurs, de quelque pays que ce soit, c'est de gagner. Évidemment, si on peut, comme le Brésil en 1970, il voulait produire ce football chatoyant qui était le sien, pourquoi pas? D'accord, donc vous prenez plaisir, vous prenez plaisir à regarder cette équipe du Sénégal jouer? Non, je prends plaisir à recenser les victoires. C'est ça surtout. Mais vous ne répondez pas à la question. Ça veut dire qu'il y a des chantiers, selon vous en tant qu'observateur, quels sont les chantiers sur lesquels on devrait beaucoup travailler pour améliorer un peu ce qui se fait? De toute façon, je pense que nul n'est plus désireux que Aliou Cissé de gagner. Personne ne peut dire au Sénégal qu'il désire plus la victoire de l'équipe nationale qu'Aliou Cissé. Il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui vit avec son équipe. Ce que nous ne faisons pas nous. Qui a des éléments d'appréciation que nous n'avons pas nous. Évidemment, s'il était certain qu'en jouant d'une autre manière, il gagnerait et il enchanterait, il le ferait. Il le ferait. Alors, des chantiers, il y en a toujours. En football, je ne sais pas qui le disait dernièrement, on a toujours les moyens de progresser. Et je crois que c'est Souleymane Diawara qui dit ça. En football, on peut toujours progresser à n'importe quel âge. Prenez Ronaldo. Ronaldo, chaque année, il est plus fort. Et pourtant, je vous dis, il a 32 ans quasiment. Et à chaque fois, il progresse. Donc, on peut progresser avec l'équipe nationale du Sénégal, mais ne rêvons pas. Une prolongation jusqu'en 2021, donc c'est une juste récompense
Pourquoi appeler ça récompense? Non, c'est une suite logique des choses. C'est pas une récompense. Une récompense, je veux dire, non, on n'attendait pas que cette prolongation de contrat-là soit considérée comme une récompense. C'est simplement une suite logique des choses. À l'UCC, je le répète, citez-moi un seul entraîneur étranger, un seul, Bruno Metsu compris, hein, le pauvre, le feu Bruno Metsu, qui a gagné tous ses matchs officiels. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est à l'UCC. Le problème de l'UCC aujourd'hui, et ça je le dis simplement, mais en tout cas très sincèrement, c'est que les gens attendent de l'équipe nationale en Russie qu'elle fasse au moins aussi bien qu'en 2002. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'a pas tout gagné. Sinon plus. Il n'a pas tout gagné. Le match contre la Lune, contre le... Burkina, 2 matchs. Oui, mais non, mais... Il a gagné tous ses matchs en éliminatoire de la Il n'a pas perdu de match officiel. Alors, ok. Si vous voulez la justesse des mots, on peut y aller. On peut parler de la justesse des mots qu'il n'a pas tout perdu. Mais ce que je veux dire, c'est que... en tout état de cause, aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, je pense, donne satisfaction à tout le monde, de par sa qualification. Mais attendre d'elle qu'elle soit en Russie, en 2018, aussi forte qu'en 2002, c'est être vraiment résolument optimiste. Oui, on peut être ambitieux. En termes de contenu et en termes de qualité, on dit que cette équipe-là a plus de potentiel que celle de 2002. Je ne suis pas d'accord, je peux ne pas être d'accord. Oui, vous n'êtes pas d'accord. L'équipe de 2002 me paraît être une équipe très forte. Les Diouf, les Fadiga, les Diao et autres. Et AUCC lui-même était quand même d'une autre, à mon avis, c'était une autre équipe. Et puis aussi, elle avait, je pense... Plus forte techniquement ou mentalement? Vous savez, la force d'une équipe, moi, ce qui me plaît toujours, c'est d'écouter les spécialistes. Vous savez, l'année dernière, lors de la dernière Coupe du Monde, j'écoutais le matin des spécialistes, des commentateurs m'expliquaient le matin comment le Brésil, en jouant chez lui, allait quand même gagner l'Allemagne et se qualifier en finale. Les mêmes spécialistes qui m'expliquaient le soir pourquoi le Brésil avait perdu 7-1. Alors, vous savez, moi, les affaires de spécialistes et de commentateurs, je m'en méfie. La seule chose que je peux dire, c'est que de ce point de vue-là, on ne peut pas, je dirais, faire des affirmations définitives. D'accord, mais sur quoi vous vous basez, par exemple, vous, pour apprécier plus le groupe de 2002 que celui de 2012, 2017? Parce que simplement, vous et moi n'avons pas la même sensibilité. D'accord, très bien. Donc c'est une question de sensibilité. Tout simplement, on n'a pas, c'est une question de sensibilité. Vous savez, Bruno Metsu, là aussi, je le rappelle un tout petit peu, c'est moi qui l'ai amené quand même au Sénégal avec l'ancien président Souris. Nous l'avons amené au Sénégal. Donc, je l'ai assisté autant que j'ai pu. Hein, mais je dis simplement que cette équipe-là de 2002, ils ont su, les dirigeants de l'époque, maîtriser tous les éléments requis pour que cette équipe-là atteigne son maximum. Alors celle-ci peut aussi atteindre son maximum si tout est maîtrisé. Et puis certains disent que cette équipe de 2002 a joué en sur-régime à la Coupe du Monde. On peut s'attendre à ce que celle de 2018 joue en sur-régime aussi. Joue en sur-régime. Évidemment. Parce que 2002 n'a pas, cette équipe de 2002 n'a pas confirmé après 2002. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que l'équipe de France qu'on avait battue, 10 fois aujourd'hui on jouerait contre cette même équipe-là, on peut perdre 9 fois. Alors, on va parler justement de ces joueurs et de leur potentiel avec ce ballon d'or africain, puisqu'on connaît les 3 finalistes depuis ce lundi matin. Depuis ce matin, ils sont 3. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané de Liverpool, de Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund et de Mohamed Salah également qui joue chez les Reds de Liverpool. Le prix sera donc remis le 4 janvier prochain à Accra au Ghana. On rappelle que c'est Riyad Mahrez qui est donc le dernier joueur à avoir gagné cette distinction, le joueur algérien qui évolue à Chelsea. Alors très rapidement, on s'inquiète par rapport à Sadio Mané qu'on voit de temps en temps sur le banc depuis ce fameux match contre l'Afrique du Sud. Ça vous interpelle par rapport à pas vraiment, parce que Sadio Mané est un garçon qui a beaucoup de talent, qui a l'estime de son entraîneur Klopp et qui, c'est vrai, là, se mesure quand même à une forte concurrence, puisque aussi bien Salah qu'Aubameyang, ce ne sont quand même pas des manchots, ce sont des joueurs, je dirais, qui s'illustrent semaine après semaine dans leurs différents championnats et différents clubs. Alors, si vous me demandiez aujourd'hui qui je citerai un peu comme le choix peut-être que je dirais Sadio Mané, c'est encore le choix du cœur, mais là aussi objection de la raison, et que quand on voit Salah ce qu'il fait aujourd'hui, Aubameyang ce qu'il fait, on se dit que la lutte sera âpre. Surtout Salah, je pense que Salah est le principal challenger de je pense que Sadio Mané aussi, il est jeune, il a le temps de progresser, de hisser son niveau, donc ne soyons pas pressés. Tout à fait. Moi je pense que la différence entre Sadio Mané et Salah, ça va se jouer sur l'équipe nationale déjà. Voilà.
pense qu'un club, en termes de buts marqués, il est peut-être plus performant que Sadio Mané. Et en équipe nationale d'Égypte, aujourd'hui, il porte l'équipe nationale d'Égypte. Et Sadio a un peu de difficulté aujourd'hui à être celui qui porte l'équipe nationale. Je pense que c'est là où ça peut être déterminant. Il a été finaliste de la CAN. Salah, finaliste de la CAN. C'est un super joueur aussi, il faut le reconnaître. Voilà. D'accord. Alors, dans la catégorie meilleur jeune de l'année, il y a également un autre Sénégalais nominé. Il s'agit de Crépin Diatta. Lui est en concurrence avec le Zambien Patson Daka et donc le Malien Salam Guidou. Donc voilà, c'est également une belle consécration, une belle reconnaissance pour Crépin Diatta qui est annoncé notamment dans les clubs français lors du prochain mercato hivernal. Affaire à suivre. Alors, on va faire le tour aussi de l'actualité africaine en terminant quand même par cette bonne nouvelle pour le football mauritanien, cher Tidiane Diao, le football mauritanien et ses dirigeants. Alors, Nouakchott qui va accueillir au mois de février prochain le sommet exécutif de la FIFA, le président Gianni Infantino et son directoire ainsi que les présidents et secrétaires généraux de plus de 20 fédérations représentant plusieurs confédérations prendront part au sommet. Parmi les thèmes qui seront abordés, l'avenir des compétitions de jeunes, l'amélioration du système des transferts et du calendrier international des matchs depuis le lancement par la FIFA du concept des sommets exécutifs organisés à travers le monde. Nouakchott sera la 3e ville africaine à abriter un tel événement après Djobo et Addis Abeba. Très rapidement, Djamil, c'est une fédération avec laquelle vous travaillez, qui grandit d'année en année et qui se positionne surtout sur la carte du monde football. Oui, ça fait effectivement depuis 5 ans que je travaille avec la fédération. Je pense que en 2011, quand c'était vraiment poussiéreux, je pense que Pape Diouf était passé. Et je ne sais pas si depuis vous êtes retourné, mais c'est une fédération qui a complètement changé. Aujourd'hui, le football se joue à tous les niveaux. Et, je dis gratuitement, il n'y a pas un club qui dépense pour le football des jeunes ou le football féminin, c'est la fédération qui paye avec l'argent de la FIFA. Et ce séminaire, ça va être, ce sommet de la FIFA va être quelque part unique parce que c'est l'une des seules fédérations qui offre un auditorium où la réunion va se dérouler. Ils ne vont pas aller dans un hôtel, ils vont aller dans l'auditorium de la fédération. Et je pense que ce que Pape Diouf avait vu peut-être en 2011, c'est un terrain vague aujourd'hui, qui a 5 terrains. C'est vraiment fantastique ce qui est en train de se passer là-bas avec un jeune président qui a mis en place une vision. Et la semaine dernière, je pense que vous étiez Manfatou, vous avez vu la soirée de gala qu'ils ont organisée pour récompenser les meilleurs joueurs. Je pense que c'est une fédération sur laquelle il va falloir compter dans les années qui viennent. Qui grandit à pas de géant. Alors sans transition, nous allons parler de Ligue 1 avec la 4e journée. Avec cette question également qui se pose, avec quelle équipe évolue Guédiawaye depuis la décision de la Ligue d'écarter Diapo Essa et son groupe du championnat professionnel? Une équipe New Look pour avoir la réponse avec de nouveaux joueurs, un nouveau staff et pour le moment les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. 3 défaites et un match nul. Pour autant, Guédiawaye, donc nouvelle version, reste focus sur ses objectifs. Regardons ce reportage de Momodou Ndiaye avec des images de Mbaye Diouf. En perdant hier 1-0 contre l'AS Douanes au stade Léopold Sédar Senghor, le club de Guédiawaye, nouvelle version, vient de concéder sa 3e défaite en 4 sorties. Nouvel encadrement, nouvel effectif, presque tout a changé dans l'équipe de Guédiawaye. Bon, la sélection, ce sont des joueurs de Namatan, des joueurs de Ligue 1 qui étaient dans d'autres clubs et des étrangers, expatriés qui sont aussi là. Donc il y a des Ghanéens, des Nigérians, il y a aussi un Bissau guinéen. Je suis Guédiawaye Football Club cette saison. L'année dernière, j'ai joué en Ligue 2 à la Renaissance de Dakar. Les joueurs, c'est de nouveaux joueurs. Comme vous le savez, nous sommes partis de problèmes vraiment qui étaient très sérieux. Un début compliqué et c'était prévisible. Nous étions sûrs de toute façon, quand j'étais déjà en préparation avec cette équipe au niveau de Mbour, mais moi je leur disais que ça allait être compliqué. Un démarrage plutôt timide. Question, la crise qui secoue le club de la banlieue depuis le début du championnat est-elle passée par là? Tout ça c'était dû à la crise et je pense qu'aujourd'hui c'est nous qui compétissons, donc on est là et on essaie de faire le maximum. Parce que ces gens qui sont à Guédiawaye n'ont pas compris que vous êtes là pour eux et ils vous attendent de pied ferme.
Et on l'a constaté. Les premiers jours, c'était pas facile. Hein. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux, mais j'ai toujours dit aux gosses, tenez et tenez bon. Avec un effectif chamboulé, le manque de préparation est criard. La préparation a été tronquée. Tronquée veut dire peut-être bon, ce que nous devions faire en temps, nous n'avons pas fait en temps. Nous l'avons fait à moitié. Pourtant, joueurs et dirigeants restent concentrés sur l'objectif. Bon, je pense que la situation qui se présente, nous on est des compétiteurs. On n'a pas de problème sur ça. On se concentre sur ce qu'on doit faire et on se concentre sur les indications du président, des coachs, des dirigeants. On est là, on fait que travailler. Ouais, mais ça va, en tant que joueur, on doit gérer la situation, nous une pression. On joue tranquillement. Je vise le maintien. Nous visons le maintien à Guédiawaye. L'équipe va exister et elle va rester en première division. Classé deuxième du précédent exercice, Guédiawaye New Look peine pour le moment à obtenir les résultats et à juste titre. Des médiations sont même entamées, dit-on, pour récupérer les joueurs professionnels. Ceux-là même qui ont été écartés en même temps que Diapo SA. Voilà donc pour la situation actuelle au niveau de Guédiawaye Pro. Donc ce n'est plus légitime, en tout cas ce n'est plus autorisé de dire Guédiawaye FC. À travers un communiqué donc Djamil, déjà vous avez donc parlé de cette usurpation de nom. Et puis dans un autre communiqué, vous demandez également aux journalistes de ne plus utiliser l'appellation les crabes. Alors moi, première question, est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans des polémiques inutiles avant de rentrer dans le fond? Non, mais si ça c'est une polémique, il va falloir m'expliquer. Parce que nous, quel pouvoir nous avons pour décider qu'une équipe qui joue dans le championnat, avec un nom donné, ne doit plus utiliser le nom? Si on a ce pouvoir-là, c'est parce qu'on est très fort. Si on a ce pouvoir-là, c'est parce que ceux qui dirigent le football, aujourd'hui, sont en train de s'en mêler des pinceaux. Ils ont commencé le championnat. Vous savez, l'une des choses les plus graves, c'est que pour jouer dans le championnat professionnel, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter. Il y a un conseil d'administration qui doit le valider. Nous avons un représentant au conseil d'administration. Il n'a jamais siégé. Donc on a pris une équipe qui n'a respecté aucun des articles du cahier des charges. Deuxième chose, ils l'ont fait jouer avec un nom qui était déjà enregistré comme une société. Et on leur a envoyé une notification par voie de huissier pour leur demander d'arrêter d'utiliser ce nom parce que Guédiawaye Football Club, qui a terminé deuxième la saison dernière, n'a rien à voir avec cette équipe-là. Le lendemain, la Ligue Pro elle-même, elle a envoyé ce document, je l'ai mis en bleu, pour dire attention, Guédiawaye Football Club ne joue pas, c'est GFC Pro qui joue. Je voulais juger. Mais que répondez-vous à l'autre camp qui vous accuse d'avoir changé 2 ans après votre prise de pouvoir, d'avoir changé le nom de l'équipe sans l'aval de la partie que vous avez confiée, les rênes de Guédiawaye? Alors, vous savez, il y a beaucoup d'accusations. Moi, en général, quand je me déplace quelque part, je me déplace avec des documents. Je ne me déplace jamais avec des mains vides. Donc, le Sénégal, c'est très facile, on peut prendre un micro et dire ce qu'on veut. Moi, tout ce que je dis, je le démontre. Et je dis encore aux Sénégalais que le protocole, nous l'avons mis en ligne sur notre page Facebook et expliqué. Donc sur YouTube, ils vont voir que tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Donc que quelqu'un d'autre vienne me démontrer le contraire et là on parlera. Aujourd'hui, ils nous disent qu'on avait créé une société qu'on n'avait pas le droit de créer. C'est l'article 20 des règlements de la fédération qui dit que la société qui est créée prend la même dénomination que l'association de support. L'association de support s'appelait Guédiawaye Football Club. Ils nous ont transféré les droits de propriété intellectuelle pour pouvoir gérer ce club, suivant un protocole qui a des clauses bien spécifiques. Et c'est sur cette base qu'on a créé cette société-là. Et donc après, ils nous disent que la société n'est pas valable. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons ce qui se passe. Vous le savez aussi bien que moi. Donc l'avenir nous dira qui a raison ou qui a tort. Alors Djamil, pour que ce soit très simple et accessible au public, quel est le problème qui vous oppose à la fois la Ligue et l'association Guédiawaye? Pourquoi je vous pose la question? Puisque, a priori, vous aviez un contrat, le contrat est arrivé à terme au mois de novembre. Donc pourquoi vous persistez à penser que c'est vous qui devez jouer avec le Guédiawaye Football Club? Est-ce que le contrat n'est pas arrivé à terme? Est-ce que vous ne devez pas passer à autre chose? Vous pensez que si j'avais tort, en envoyant un huissier à la Ligue, essayez de nous expliquer le lendemain ils vont changer le nom de l'équipe, si j'avais tort? Non. Ce qui se passe, c'est très simple. Il y a 6 ans, Guédiawaye Football Club était en faillite. Les joueurs jouaient avec un brassard rouge parce qu'ils n'étaient plus payés. Ils ont cherché des repreneurs. Et je pense que si vous allez, Lazare fait bien les choses, si vous allez dans vos archives
de votre émission, le président Abdoulaye Sall est venu en lançant un appel en disant si vous ne sortez pas, l'équipe va aller en national. Nous, on est venus avec ma société. Il y a eu 2 autres potentiels repreneurs. On a présenté un projet. Ils ont décidé que notre projet était le meilleur pour Guédiawaye et pour le club. Au bout d'1 mois de négociation, on a signé un contrat de 6 ans. Et ils ont dit, au bout de ces 6 ans, si tous les engagements sont respectés, on continue. Maintenant, avant la fin des 6 ans, puisque je ne vais pas revenir sur tous les conflits qu'il y a eu, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus continuer. Mais là, il y a un article 4.8 qui dit que nous, en tant qu'investisseurs, avant terme, si on décide d'arrêter, ou au terme du contrat, si quelqu'un doit prendre le club, on doit négocier avec nous et on doit représenter non seulement nos intérêts, mais les intérêts de l'association pour pouvoir négocier. Parce que ça se passe comme ça. Je disais tout à l'heure à Pape Diouf que quand Marseille a été revendu, les repreneurs, ils négocient pas seulement dans leur intérêt à eux, mais dans l'intérêt de la ville de Marseille. Qu'est-ce qui est mieux pour Marseille? Qu'est-ce qui est mieux pour l'association? Et c'est sur ça qu'on a un souci aujourd'hui avec l'association. Maintenant, la clé du problème, c'est que la fédération, la Ligue, ont décidé, le 23 novembre, que le contrat a été terminé, donc l'équipe retourne à l'association. Alors qu'au 31 octobre, qui était la date butoir pour inscrire les clubs, on était les seuls à avoir la capacité, en termes de droit, la capacité pour inscrire le club dans le championnat. Alors, Djamil, avant d'en venir à la Ligue, parlons d'abord du différend qui vous oppose à l'association. Aujourd'hui, l'association dit qu'elle ne veut plus continuer à travailler avec vous. C'est leur droit. C'est leur droit, très bien. Pourquoi vous persistez à penser que vous devez continuer à gérer le club? Pourquoi? Parce que vous attendez des dédommagements. Pourquoi en fait on puisse avancer très rapidement et de manière très, très simple? Vous êtes prêt à lâcher le club si on vous dédommage? Non, mais c'est pas question de lâcher ou de garder. Nous, on ne s'agrippe pas à ce club. Nous avons vécu avant ce club et nous vivrons après ce club. La seule chose qui est vraie, la seule entité qui est là-bas de façon permanente, c'est le club. D'accord. Nous tous, nous passons. Et aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est de respecter l'engagement qu'ils ont pris. Parce que, vous savez, il faudrait qu'un jour, on puisse se retrouver là, face à face, et qu'on puisse échanger. Au départ, on avait parlé d'un projet de 2 ans. Je pense que Pape Diouf est mieux outillé que moi pour savoir que ce n'est pas en 6 ans qu'on bâtit un grand club. Et on avait parlé d'un projet sur 12 ans. Ils nous ont dit, mais on ne peut pas signer sur 12 ans, mais signons sur 6 ans. Et après, on évalue et on continue. Et c'est cette base-là qu'on a mis cet article pour dire, ok, mais au bout de 6 ans, vous pouvez nous mettre d'or. Et c'est là où on a mis une clause pour dire, mais on vous protège. On protège vos investissements. Mais pour en revenir à la question de Mme Fatou, qu'est-ce qui vous fait accrocher à ce club? Est-ce que on sait ici au Sénégal que les clubs sont plus des charges pour les présidents qu'autre chose, mais vous agrippez. Est-ce que c'est par amour propre ou bien vous attendez, comme l'a dit Mme Fatou, des dédommagements pour partir? Mais je ne m'agrippe pas. Vous savez, avant de prendre Guédiawaye Football Club, et ce que j'ai dit, le président Bassirou Ndiaye de la douane peut le témoigner, j'ai eu d'autres clubs qui m'ont demandé, ça ne m'intéressait pas. Je suis allé à Guédiawaye parce que je viens de là-bas, j'ai été à l'école, j'ai grandi là-bas, j'ai joué au football là-bas, j'ai appris à diriger un club là-bas. Donc c'était tout naturel, j'avais un lien avec ce club. C'était tout naturel que je vienne investir dans une ville qui m'a aidé dans les différentes étapes de ma vie. Donc au fait, aujourd'hui, au bout de 6 ans, nous avons monté un projet. Et regardez les résultats, sur toutes les catégories, on gagne. Je disais tout à l'heure, sur les U15, le plus mauvais résultat qu'on fait, c'est le final. Excusez-nous, avec le temps qui... C'est-à-dire que non, d'accord, très bien, mais vous ne vous agrippez pas, mais aujourd'hui, comme on dit, il y a un problème, d'accord? Il y a un différend qui est là, qui est bien présent. Donc avant d'aller même à la Ligue, vous avez des soucis avec l'association avec laquelle vous travaillez. La preuve, au mois d'août dernier, vous avez envoyé un courrier pour faire le point, parce que vous étiez à 3 mois de la fin de votre contrat. Donc aujourd'hui, et dans le courrier que j'ai eu à lire, on sentait que quand même vous étiez plus prêt de quitter que de vous rapprocher de cette entité association. Suivant les termes du protocole. Voilà, mais suivant les termes du aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il faut d'abord résoudre ce problème avec l'association avant d'aller en Ligue.
bien, vous me dites, mais Jamil, vous avez investi pendant 6 ans, ben c'est bon, partez. Mais justement, on va comprendre. On va comprendre parce que vous ne mettez pas le doigt là où ça fait mal. Mais posez-moi la question clairement. Je vous l'ai posée clairement. Vous attendez un dédommagement. Oui. Aujourd'hui, vous avez signé un contrat avec une association. Au bout d'un certain temps, ils ont décidé de rompre la collaboration. Ça veut dire qu'ils ont des griefs contre vous. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Qu'est-ce que vous avez signé? Quels sont les engagements que vous avez pris et que vous n'avez pas respectés? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, ce qu'ils me reprochent. Moi, aujourd'hui, tous mes engagements ont été respectés. Et on leur a donné un courrier par voie de huissier pour démontrer que tous les engagements qu'on a pris ont été respectés. D'accord? Et donc, même aujourd'hui, si les engagements n'étaient plus respectés, ça c'était dans le cadre d'une tacite reconduction. La tacite reconduction, elle est bottée en touche, elle n'existe plus. On est dans le cadre d'un article qui nous protège sur nos investissements. Donc, eux... Quels sont les investissements que vous avez faits en 6 ans? Quels sont les investissements que... Non, on va contourner la question. Aujourd'hui, si vous voulez arrêter cette collaboration avec l'association des Guédiawaye, vous devez avoir une contrepartie. Je ne parle même pas de contrepartie, on parle tout simplement, vous savez, la contrepartie, elle peut être même d'un franc symbolique. Ce n'est pas ça le problème. La contrepartie, c'est qu'on a dit que pour que le projet y continue, celui qui doit prendre la suite doit venir négocier avec celui qui a investi. C'est très simple. Donc, à partir de ce moment-là, il devrait venir se mettre en face de nous et dire combien vous avez mis, combien vous voulez. On dit on veut 10 francs. Eux ils disent on n'a pas 10 francs, on peut mettre 2 francs. Mais on parle de grosses sommes, c'est peut-être ce qui leur fait peur. Je le résume en quelque chose de raisonnable. Très simple. Voilà, je ne vais pas vous parler de millions. Ce qui est important, c'est qu'il y a un montant que nous on veut. Encore une fois, on revient à la notion de négociation dont on a parlé en début d'émission. Et peut-être que moi, au bout, je dirais, écoutez, ça me fatigue tellement, donnez-moi 2 francs 50 et puis prenez le club. Très bien. C'est ça la norme. Justement, donc ce problème-là qu'il faut résoudre, pourquoi après vous vous attaquez à la Ligue? En fait, mais parce que la Ligue, elle a bafoué ses règles les plus élémentaires en acceptant un club qui n'a pas respecté le cahier des charges, en acceptant un club qui n'a pas d'entraîneur qualifié pour diriger un club de Ligue 1. Mais ce n'est plus votre club. Donc pourquoi vous en préoccupez? Mais comment démontrez-moi que ce n'est plus mon club? Allez-y, démontrez-moi. Non, moi je ne vous le démontre pas, mais a priori vous-même vous le dites. Vous dites que vous ne voulez plus. Quand vous déplacez une pierre, vous devez mettre une autre pierre à la place. Là, vous déplacez une pierre, vous laissez un vide. Tout à l'heure, c'est vous qui avez dit qu'on ne devait plus parler de Guédiawaye FC. Oui. On devait parler de Guédiawaye Pro. La Ligue a sorti une programmation avec la dénomination Guédiawaye Pro, donc ce n'est pas votre club. Non, et ce ne sont pas vos joueurs non plus. Parce que notre club ne joue pas justement parce que notre club devrait jouer et ne joue pas. Et c'est pour ça qu'on leur a demandé, aujourd'hui, tout ce que vous dites, prenez le temps d'y repenser. La Ligue est en train de faire jouer un club qui s'appelle GFC Pro, qui n'a pas été validé, suivant les termes du cahier des charges, et qui joue dans un championnat professionnel. Qu'est-ce que ce club-là fait dans ce championnat professionnel? Et qui l'a autorisé à jouer dans le championnat professionnel? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut venir engager un club et jouer dans le championnat professionnel. Et l'équipe qui a fini deuxième dans ce championnat, actuellement, où sont ces joueurs-là? Mais ils ne jouent plus. Ces joueurs s'entraînent en attendant qu'il y a un recours qui a été fait et c'est un processus qui est en cours et je pense que dans les jours qui viennent, on en saura un peu plus. Moi aujourd'hui, si on doit me sanctionner, qu'on me sanctionne sur des textes en me disant, selon l'article tel, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, personne n'est capable de me démontrer que j'ai tort. Parce que, je disais qu'au 31 octobre, on était les seuls à avoir la capacité d'engager un club, parce que l'association au 31 octobre était sous contrat avec nous, et qu'il y avait un article qui les interdisait de nous concurrencer. Et au 31 octobre, ils sont allés nous concurrencer en allant déposer une fiche d'engagement que la fédération a acceptée. Et vous avez déposé également une fiche d'engagement? Mais bien sûr, parce qu'au 31 octobre, on était sous contrat. Personne d'autre ne pouvait déposer une fiche d'engagement le 31 octobre. Personne d'autre. Maintenant, avec toute cette bataille, Président, si les juridictions de ce pays vous donnent raison, vous allez continuer à présider aux destinées de Mais GFC? on va réintégrer le championnat, ça se fait... Avec vos joueurs et non pas ceux qui ont démarré le championnat? Ces joueurs sortent d'où? Déjà, attendez, permettez-moi de vous donner une autre anomalie. Au niveau de la finale des U19, on a fait un championnat sur la saison 2016-2017. Nos U19 ont fait un très bon championnat allant jusqu'à se qualifier en finale contre Dakar Sacré-Cœur.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est l'association qui gère le club, donc nous, on n'avait pas le droit de jouer la finale. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Ils sont allés chercher une autre équipe avec des cartes d'identité, alors qu'il y a un article 92 des textes de la fédération qui dit que pour jouer un match de football officiel, il faut avoir des licences. Ils ont joué avec des cartes d'identité. Mais attendez, quelle fédération au monde peut régler un litige pareil alors qu'elle a des chambres juridictionnelles? C'est dommage que je ne suis pas venu avec le courrier, alors, mais vous avez entendu ce que le président de la Ligue a dit. Quand il donnait la décision, il dit « Nous avons décidé que c'est les autres qui jouent, mais nous rappelons que l'affaire est encore pendante au niveau de la Chambre nationale de résolution des litiges. » Ça veut dire que nous décidons, mais nous n'avons pas le droit de décider. Très bien. Quelle est la teneur de ce recours, justement? La teneur de ce recours, mais c'est qu'on demande à ce que la Ligue et la Fédération, leur décision du 31 octobre, enfin du 22 novembre, soit cassée. C'est très simple. Et si cette décision elle est cassée, ça veut dire que notre équipe aura le droit de réintégrer le championnat. Mais ça ne résout pas votre problème avec l'association. Ça, c'est une autre... Parce que ça... Non. Ça, c'est pas leur problème. Le problème avec l'association, c'est qu'on a un contrat qui nous lie. Au niveau, mais il n'y a plus de contrat. D'où bien le contrat est... Non, c'est au mois de novembre dernier, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat, mais il y a une clause aujourd'hui qui nous protège. Donc, ils n'ont qu'à venir se mettre assis avec nous. S'ils ont les moyens de reprendre le club selon les termes du contrat, mais ils viennent. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, mais moi, je ne m'accroche pas à ce club. Qu'en est-il de la légitimité entre vous et l'association? Puisque quand même, Guédiawaye, c'est un club populaire qui appartient à Guédiawaye. Les populations... Alors, moi, la notion de club aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des footballeurs, c'est un encadrement technique, c'est un encadrement administratif, c'est une direction, c'est des supporters et c'est une base géographique. Ces 5 bases, elles sont réunies. Les supporters aujourd'hui ne vont pas regarder le match. Ils ont boycotté les matchs de cette équipe qui joue. Quand l'équipe elle joue, ils vont supporter l'équipe adverse. Mais c'est unique au monde. C'est unique au monde. Donc le club, il est où? Il est où le club? Mais vous savez, pendant des années, on m'a empêché de rentrer à l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. Alors que le protocole disait clairement que c'est nous qui avons le droit d'être à cette... Parce que nous gérons toutes les sections du club. Vous savez, si ça, c'est pas une injustice, alors je pense que le mot injustice, on devrait l'enlever du dictionnaire. Quelle pourrait être la meilleure fin à cette affaire? La meilleure fin, c'est qu'on réintègre les joueurs qui étaient là, qui sont sous contrat, des contrats validés par la Fédération sénégalaise de football et la Ligue professionnelle. Certains sont sous contrat jusqu'en 2021, jusqu'en 2020. Donc aujourd'hui, on les empêche de travailler. Et que si l'association ne veut pas continuer à travailler avec Diapo et ça, qu'elle vous dédommage à la hauteur de vos investissements. Mais c'est la moindre des choses qu'on leur demande depuis le début. On ne demande même pas à la hauteur de ça. Aujourd'hui, qu'ils aient le courage tout simplement de respecter leur signature. Malheureusement, on est au Sénégal où on peut signer quelque chose et le lendemain, devant tout le monde... En attendant, les droits des footballeurs sont bafoués puisque dans cette histoire, ce sont eux qui en pâtissent. C'est ça qui nous fait le plus mal. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence aurait voulu que la fédération et la ligue disent ces joueurs qui sont sous contrat, que nous avons validés, laissons-les jouer et appelons maintenant les 2 dirigeants qui ne sont pas d'accord et on prendra le temps de négocier. Maintenant, laissons-les jouer. Ce sont ces gosses qui ont transformé ce club. Ce sont ces gosses qui l'ont ramené d'un club dont personne ne voulait à un club aujourd'hui qui pendant 2 saisons de suite joue le titre. Souvenez-vous que l'année dernière, on pouvait être champion jusqu'à la 2e mi-temps du match contre Diaraf. Et cette année, on a été jusqu'à 2 journées de la fin, on a joué le titre derrière Dakar Sacré-Cœur, derrière Génération Foot. Donc ces joueurs-là maintenant, vous voulez les enlever, vous voulez les empêcher de faire leur travail et personne ne bronche. Maintenant, Djamil, quand on vous entend parler, on a l'impression que vous, en tant que dirigeant de club, et ceux qui président au destiné du football sénégalais, la Ligue et la Fédération, vous n'êtes pas en parfait amour. C'est quoi le problème entre vous et ceux qui sont à la Ligue et à la Fédération? Apparemment, vous dérangez. Parce que moi, au fait, aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, si j'arrive à m'habiller et à manger normalement, c'est grâce au sport. Et grâce au football aussi en partie. Pour les autres, peut-être que ce n'est pas pareil. Donc, vous savez, je dois défendre cette activité-là. Parce que si cette activité sportive et footballistique meurt, ben je meurs avec.
Donc nous n'avons pas les mêmes intérêts, nous n'avons pas les mêmes ambitions, et ce qui fait que moi je suis libre de dire ce que je veux, et ça dérange. Pourquoi nous avons refusé de siéger à la Ligue professionnelle pendant des années? Parce que la première assemblée générale où je suis venu, il était indiqué que la Ligue était composée des présidents de clubs, des joueurs en activité, des entraîneurs, des médecins, et je leur ai demandé ils sont où? Ils m'ont dit mais la question était déjà réglée. Et c'est pour ça qu'on a dit tant que ces gens-là ne sont pas là, on ne siégera pas. Et aujourd'hui on a gagné ce combat et la presse n'en parle pas beaucoup. Depuis cette année, tous ces gens-là siègent grâce à notre action. Très bien. Alors, donc voilà. Pour peut-être terminer, est-ce que vous avez idée de la date à laquelle la fédération va vous convoquer, justement, que vous puissiez... J'ai une idée, mais je ne vous dirai pas. Vous pensez aujourd'hui que vous payez les bisbis que vous avez avec cette fédération? J'en suis très conscient. J'en suis très conscient, mais je suis un homme de principe. Et mes principes, je les porterai jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je suis là pour faire vivre le football et nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré que la méthode et l'organisation qu'on a mise en place nous amène vers un club de haut niveau. Et c'est ça. Et je termine sur ça. Le modèle qu'on est en train de faire, de mettre en place, n'arrange pas beaucoup de dirigeants. Mais Jamil, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, une fois cette histoire vidée, que vous travaillez avec une autre équipe qui n'est pas en Ligue 1, qui n'est pas en Ligue 2, une équipe qui n'est absolument pas dans l'élite, que vous travaillez à la base pour revenir légalement avec une équipe que vous avez mise sur pied? Vous savez, je vais vous dire une chose, je ne m'accroche pas au football. Aujourd'hui, le football est une charge pour moi. Donc je ne peux pas vous dire que demain, je vais créer un club pour le besoin d'exister en tant que président de club ou autre chose. Je pense que j'ai d'autres choses sur la table aujourd'hui que d'être un président de club. Si j'ai choisi d'être président de Guédiawaye Football Club, c'est parce que je savais qu'il y avait les bases pour réussir un grand projet d'un grand club et c'était ça ma conviction. Je ne suis pas aujourd'hui, je l'ai dit sur une chaîne concurrente, j'ai remercié tous les gens qui m'ont proposé des clubs, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est de réussir un projet là où personne ne pensait qu'on pouvait faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et là, actuellement, d'avoir un retour sur investissement. Si le retour sur investissement, vous savez, quand vous rentrez dans le football comme ça, vous n'êtes jamais sûr d'avoir ce retour sur investissement. Nous, ce qu'on voulait monter, ce qu'on veut monter, c'est un club qui ne dépend pas du transfert de joueurs. C'était créer des emplois. Il y avait toute une stratégie pour pouvoir... Vous serez doublement perdant si aujourd'hui, avec l'équipe professionnelle, vous n'arrivez pas à réintégrer la Ligue 1 et que vous n'êtes pas dédommagé. Donc ça, c'est quand même une option qui n'est pas... Que je perdrai. Comment? Je n'ai pas compris, pardon. Je dis, vous serez doublement perdant aujourd'hui si, éventuellement, la Ligue Pro n'intégrait pas votre équipe et que derrière, avec l'association, vous n'arriviez pas à vous entendre. Donc c'est une option quand même qui n'est pas envisageable pour vous. Je vous ai dit en début d'émission que ce combat-là, juridique, on ne peut pas le perdre. C'est parce que on sait ce qu'on a signé et je pense que si le Sénégal reste en état de droit, je pense que nous avons tous les moyens pour gagner ce combat. Nous sommes sereins. En tout cas, je ne peux pas dire qu'il y a une chambre quand même juridictionnelle qui va décider. Je ne vais pas me substituer à ces gens-là. Mais nous sommes très sereins. Et je dis, moi je suis sportif. Et un sportif, il doit accepter de gagner et de perdre. Vous savez, l'argent que vous perdez derrière, il n'est pas palpable, vous ne le touchez pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner demain, après-demain. C'est ce qu'il y a devant. Et aujourd'hui, je l'ai assez démontré. J'étais le premier Africain à monter un dossier dans le monde du Commonwealth. Je suis l'un des seuls aujourd'hui à avoir fait des Jeux Olympiques, des candidatures et tout ça. Je crois en moi, dans tout ce que je fais. Donc mes victoires, elles sont pas derrière moi, elles sont devant moi. Très bien. Merci beaucoup Djamil Faye pour ces précisions. On va tout de suite vous proposer les résultats de cette 4e journée, largement occupée par l'actualité de Guédiawaye FC. Voilà, Diambar Linguère, match nul, 0 but partout. Match nul, 1 but partout entre Ndiambour et Génération Foot. Le Casa Sport, match nul également, 1 but partout face à
à la Sonacos. Teungueth FC qui s'incline à domicile 2-0 face à Niaritali. Mbour, Petite Côte Giraffe 0 but partout. l'AS Douane qui bat Guédiawaye. On a mis FC ici, c'est pro. Hein. Guédiawaye pro 1-0. Dakar Sacré-Cœur, Stade de Mbour 2-1 pour les Mbourois. Ce qui donne au classement. Génération Foot toujours leader avec 8 points plus 4. Deuxième Blinger 8 points plus 2. Troisième Stade de Mbour 7 points. En bas de tableau, nous avons Djambar 13e avec 2 points. 14e Guédiawaye Pro 1 point. Voilà. Alors on enchaîne avec la Ligue 2 Malade Junior. Avec cette victoire de l'équipe de Ndarguit, donc l'équipe de Ndarguit qui a perdu face à Etix plutôt et qui va donc céder son fauteuil de leader à l'équipe de l'AS Pikine. J Fatick qui a perdu également face à la Renaissance de Dakar 2-1. Africa Promo face à Diamono 2 buts partout. AS Pikine qui bat l'équipe de l'Olympique de Ngor 3 buts à 1. L'US Gorée Keur Madior 2 buts partout. Duc Yego 1 partout. 0 partout entre Kayor Foot Pro et l'équipe du Port Autonome de Dakar. Résultat des courses, l'AS Pikine prend la tête de la Ligue 2 avec 10 points plus 5. Ndarguit est deuxième avec 9 points plus 3. L'équipe de Keur Madior est troisième avec 7 points. En bas de tableau, l'on retrouve l'Olympique de Ngor 2 petits points et l'équipe de J Fatick 1 seul point au compteur. Et puis on notera également cette action à encourager forcément le Stade de Mbour qui va procéder jeudi prochain à une remise de dons à la pouponnière de Mbour. Ce sera à 16h30. On s'intéresse à nos clubs représentants africains, on les connaît, on connaît leur adversaire également. Oui, Génération Foot qui va se frotter au mois de février prochain au club égyptien de Misr Misaka. Le Misr Misaka, pas forcément habitué de la scène africaine, mais il s'agira là d'un nouveau test pour les académiciens de Génération Foot qui en 2016 n'avaient pas réussi à franchir le cap des tours préliminaires en Coupe CAF. Dans cette Coupe CAF, justement, c'est Mbour Petite Côte qui va représenter le Sénégal cette année. Les Mbourois vont jouer contre une équipe maghrébine aussi, le RS Berkane du Maroc. Rendez-vous donc au mois de février prochain pour nos deux représentants. Alors avant de nous intéresser au football européen, peut-être aussi avoir l'avis de Pape Diouf qui parlait tout à l'heure d'initiatives privées par rapport au football professionnel. Mais aujourd'hui dans nos contrées, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre analyse, on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, on est en Afrique. Est-ce que notre ligue n'a pas besoin quand même d'être épaulée par l'État du Sénégal? D'abord avec les infrastructures par exemple. C'est un choix qui est le vôtre. Personnellement, je dis que l'État a un devoir régalien. C'est celui de doter le pays d'infrastructures de nature à pouvoir pratiquer le football, le sport, aussi bien d'élite que de masse. Mais ce n'est pas à l'État, je dirais, de payer ce qui est une activité commerciale. Sinon, vous-même, vous pouvez ouvrir demain un magasin et demander à l'État de vous subventionner. C'est quand même à ceux qui veulent faire le professionnalisme, c'est à eux de sortir de leur poche l'argent pour faire ça. J'ai entendu un jour un président de club dire, si l'État me donne 300 millions, je vais gagner la Coupe d'Afrique. J'avais envie de dire, si l'État me donne 300 millions, je vais créer 100 boulots. Mais aujourd'hui, par exemple, les acteurs du football local vous disent qu'ils sont à l'origine de la création de milliers, pas de centaines, mais de milliers d'emplois. Oui, mais ça, écoutez, entre ce qui est dit et la réalité des choses, il y a quand même une marge. La seule chose qui est vraie, c'est que le professionnalisme est une activité privée, une activité commerciale privée. Ce n'est pas à l'État, je dirais, de financer cette activité privée. C'est tout ce que je dis. Et en plus, ce modèle du football professionnel au Sénégal, vous pensez qu'il a de l'avenir? Moi, vous savez, je l'ai dit déjà et ça m'a un peu brouillé avec mes amis, je dirais, de la Ligue ici. Je leur ai dit que de toute façon, je ne croyais pas du tout au professionnalisme en Afrique. On peut appeler ça comme on veut, mais je n'y crois pas du tout. Et en plus, vous n'y croyez pas, mais le professionnalisme, ce n'est pas que l'argent. C'est pas parce que Jamil est là qu'on va le dire. L'argent ne coulait pas à flot à Guédiawaye l'année dernière, mais quand même, on sentait une certaine organisation cohérente. Oui. Et ça, c'est déjà une... Parlons d'organisation et non pas de professionnalisme. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, tout le monde parle du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, il ne faut quand même pas oublier, c'est le seul club, à ma connaissance, qui a un actionnariat d'État. C'est le seul. Olas s'est élevé contre ça, en plaidant pour un fair play financier déficient.
beaucoup de gens ont été contre Olas en disant qu'il est jaloux. Si j'étais encore aux affaires, sans doute je serais de son côté. Imaginez simplement demain, que j'aille en Corée du Nord et que je prenne le président de la Corée du Nord, le fameux Kim Jong-un, et que j'en fasse l'actionnaire de Marseille. Et que le même jour où il balance peut-être une bombe atomique, il achète Ronaldo et Messi. De quoi on va parler? De Ronaldo, Messi ou de ça? Est-ce que les gens qui aujourd'hui acceptent de gaieté de cœur l'arrivée des Qataris à la tête du PSG vont accepter avec la même gaieté de cœur l'arrivée des Coréens à la tête de l'Olympique de Marseille? Alors, c'est là où il faut savoir faire attention, il faut savoir dire les choses en tenant compte des réalités. Et je dis qu'ici, en Afrique, la réalité du professionnalisme, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas vers l'État qu'il faut se tourner, mais vers ceux qui ont envie de faire du professionnalisme. L'État, je le répète, a un devoir régalien, c'est celui de créer des infrastructures qui permettent la pratique du sport et de masse et d'élite. Ceux qui pratiquent le professionnalisme, en tout cas ceux qui sont attirés pour le moment, ce sont les présidents de clubs qui mettent de leur poche par rapport donc à ces clubs pour les faire vivre. S'ils ont envie de faire du professionnalisme, il faut le faire. Moi, le jour où j'ai envie de mettre en place une équipe au Sénégal, j'essaierai de trouver des investisseurs privés. Je ne vais pas me tourner vers l'État et lui demander de l'argent. Très bien. Merci. TP et Mazembe. Ouais. Non. Exactement. Qui au départ. Mais il y a aussi une chose. En Afrique, souvent on confond. Il y a un mot qui est galvaudé, c'est le mot de sponsoring. Souvent on dit qu'il faut chercher des sponsors. Un vrai sponsoring, c'est donnant-donnant. Or, en Afrique, il y a plutôt du mécénat. C'est vrai que le TP Mazembe, au départ, Moïse Katumbi a fait du mécénat. Mais il a gagné, et beaucoup gagné, au point de susciter de la part précisément des industries locales un intérêt. Et ces industries-là sont devenues après des partenaires dans un sponsoring, ce qui n'est pas souvent le cas. Alors, Djamil, très rapidement sur ce débat-là, parce que bon, finalement, ce n'est pas vraiment facile d'être président de club dans ce football local-là. Oui, mais tout à l'heure, je vous disais que le modèle qu'on est en train de faire à Guédiawaye ne plaît pas à tout le monde, parce que c'est un modèle qui est différent. C'est le seul club au Sénégal qui est propriétaire, pas de Djamil Faye, mais d'une société. Donc, on est dans le privé. Et parce que moi, j'ai compris qu'on était dans le football privé, donc j'ai dit, on va engager notre société dans ce football-là. La plupart des clubs, Guédiawaye était tenu comme ça avant. C'était les poches, il y a un regroupement, il y a un bus, et les gens faisaient comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas encore arrivé, mais on était dans cette démarche de rendre privé le football. Vous m'avez toujours entendu dire quand les gens disaient que oui, l'État, je disais toujours, l'État ne doit pas donner parce que moi, je suis équipementier, je suis numéro 1 en Afrique pour les Jeux Olympiques. Donc si l'État me donne 300 millions ou 500 millions de plus, eh ben, je crée, comme disait Pape Diouf aussi, plus d'emplois que la Ligue professionnelle réunie. Donc c'est ça qui n'arrange pas les gens. On n'est pas dans un championnat professionnel. Les joueurs sont payés quand les gens veulent. Et vous savez, allez faire, ramenez des plateaux, ramenez des joueurs autour de votre plateau un jour et faites-les parler. Vous allez voir que peut-être qu'ils mettront des masques parce que les pauvres n'oseront pas parler. Très bien. Merci beaucoup Djamil, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Pape Diouf d'avoir également répondu à cette invitation. Pour vous accompagner, on va vous proposer ce qui se fait en Europe. Avec le Real de Madrid qui est sur le toit du monde. En Espagne, c'est l'équipe du FC Barcelone qui est toujours invaincue alors que le Paris Saint-Germain en France est redevenu affolant au moment où les Citizens marchent sur l'eau en Angleterre. Résumé de ces différents championnats avec Cheikh Sadibou Diarra et Adi Atala. Qui va arrêter Manchester City en Premier League? La question se pose en Angleterre où les Citizens viennent d'enchaîner une 17e victoire d'affilée. La dernière ce week-end face au Tottenham, laminée 4-1. Toujours invaincu en 18 journées, la bande à Kevin De Bruyne devance de 11 points son premier poursuivant Manchester United qui est allé battre West Bromwich 2-1. Chelsea complète le podium après son succès devant Southampton grâce à Marcos Alonso. Au pied du podium, Liverpool a atomisé Bournemouth 4-0 sans Sadio Mané resté sur le banc. Alors que Diafra Sakho a remporté son affrontement avec Mambirom Diouf en marquant le 3e but de West Ham, facile vainqueur 3-0. Des victoires faciles, le trio de tête de la Ligue 1 s'en est offert lors de la 18e journée. Le leader Paris Saint-Germain a surclassé Rennes 4-1, dont un doublé de Neymar.
Monaco a lui retrouvé à Saint-Etienne son efficacité. Succès 4-0, le dernier signé Diao Baldé Keita. Lyon suit la cadence en prenant le meilleur sur Marseille, 2-0 dans le choc de cette journée. Grande surprise de ce début de saison, Strasbourg 9e a dominé Toulouse 2-1 avec un Kader Mangane décisif. Un autre défenseur sénégalais a aussi été important ce week-end. C'est Kalidou Koulibaly de Naples, leader de la Série A. Il a ouvert le score de la victoire de son club devant Torino 3-1 lors de la 17e journée. Victorieuse à Bologne 3-0, la Juventus est maintenant deuxième du classement à 1 point. L'Inter de Milan, l'ancien leader, retombe à la 3e place après son revers surprise face à Udinese 3-1. En Allemagne, le Bayern Munich caracole à la tête du Bundesliga après 17 journées. Il est à 11 points de Schalke, son premier poursuivant, suite à sa victoire à Stuttgart 1-0 et le nul de Schalke à Francfort 2 buts partout. Au moment où Dortmund remonte sur le podium après sa victoire face à Hoffenheim 2-1. En Espagne, le Barça garde son invincibilité. La banda Luis Suarez a écrasé Deportivo La Corogne 4-0 lors de la 16e journée de la Liga. Une bonne préparation du Classico de samedi prochain. L'Atlético Madrid a profité de cette journée pour monter à la 2e place grâce à sa victoire sur Arabes 1-0 et la défaite de Valence face à Eibar 2-1. Pendant ce temps, le Real Madrid gardait son titre de champion du monde des clubs sur un puissant coup franc de Cristiano Ronaldo. Les Merengues ont remporté l'édition de cette année devant Grêmio aux Émirats Arabes Unis. Basket à présent, son riche palmarès lui a valu d'être nommé récemment au poste de sélectionneur adjoint des Lions du basket. À seulement 39 ans, Amadou Gueye Dipabi a presque tout remporté sur le plan national avec son équipe l'AS Douanes. D'ailleurs, il vient d'être élu pour la 2e fois meilleur coach de la saison aux côtés de Abdourahmane Ndiaye Adidas, celui qui a d'abord joué à la balle orange avant de se reconvertir en entraîneur, veut qualifier le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde de basket. Portrait avec Mamadou Ndiaye et Bayoff. Un palmarès riche en un temps record lui a valu le poste de sélectionneur adjoint des Lions du basketball. Son nom, Mamadou Gueye Dipabi. C'est le nom de mon grand-père, on m'a donné le nom de mon grand-père et comme ça on m'appelle Pabi. Voilà. Voilà, c'est ça. Le natif de Balabey, dans la région de Thiès, a toujours évolué dans le milieu du basketball. Formé à Thiès, puis à l'AS Douanes entre les Gabolou et Mamadou Gueye, c'est une longue histoire d'amour. Je peux dire que c'est mon club de cœur. J'ai appris à jouer au basket à l'USRAI, mais je me suis forgé à l'AS Douanes. Mais c'est à l'AS Douanes vraiment que je me suis forgé en tant qu'homme. En tant que joueur, l'ancien meneur de jeu a d'abord remporté 2 Coupes du Maire, 2009-2011. Après une carrière raccourcie sous le parquet, Pabi reconverti en un coach motivé et rigoureux. Ah, mais très tôt, je savais que j'allais être coach, parce que vous savez, le meneur de jeu, c'est certainement le relais entre lui et le coach sur le terrain. Donc je communiquais énormément avec tous les coachs que j'ai eu à côtoyer. L'homme côtoie le technicien Moustapha Gueye, qui lui donne la chance de diriger l'AS Douanes. Avec l'AS Douanes, je peux dire que j'ai coaché